État fantasmé, adoubé ou diabolisé, 75 ans après sa création, Israël déchaîne encore les passions, que cela soit à l'international ou en son sein. Alors pour tenter de comprendre les crispations que cet État peut susciter, mais également ses contradictions, notre invité a dressé une sorte d'état des lieux, un petit manuel de l'État d'Israël. Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste correspondant à Jérusalem de médias francophones, notamment Arte ou encore l'Express. Dans l'exception israélienne Enquête sur un État controversé, qui est publié aux éditions de l'Observatoire, vous dressez le portrait de différentes composantes de la société, tout en revenant sur les épisodes historiques fondateurs du pays. Et sa publication arrive à un moment où l'État d'Israël est plus que divisé. Il est traversé depuis janvier dernier par une vague de contestation sans pareil par rapport à la réforme judiciaire que souhaite le gouvernement. C'était important pour vous et c'était nécessaire de faire un livre à cette période? Bon, c'est un livre qui était déjà en préparation depuis plusieurs mois, mais j'ai pas été véritablement surpris par ce qui se passe en ce moment en Israël, parce que Israël est un tournant et en vérité, cette crise autour de la réforme de la Cour suprême est une crise profondément existentielle. C'est-à-dire qu'on a deux parties de la société qui s'affrontent sur le projet de l'État d'Israël. Est-ce que schématiquement, ça doit être un État surtout démocratique ou un État surtout juif? Et on est à la croisée des chemins, c'est ce qui illustre ces grandes manifestations. Alors, au sein de votre livre, vous abordez l'histoire du pays au travers de personnages, qu'ils soient connus ou non du grand public. Quel est celui qui vous a le plus marqué et celui que vous aimeriez bien mettre en lumière aujourd'hui? C'est incontestablement Yoram Ginsburg, qui est l'architecte du temple, du troisième temple, qui est un personnage tout à fait étonnant parce que c'est un laïc qui ne porte pas donc kippa, qui n'a pas véritablement eu d'éducation religieuse, mais il s'est associé avec Yehuda Etzion, qui est la figure mythique du Gush Emunim, des Juifs des implantations, et qui surtout, lui, depuis sa jeunesse, veut reconstruire le troisième temple de Jérusalem. Et cette alliance entre Ginsburg et Etzion, autour de ce projet complètement fou de la construction du troisième temple, me fascine complètement, je dois l'avouer. Alors, puisque l'on parle de cette construction fantasmée du troisième temple, vous en faites une place centrale dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que le conflit israélo-palestinien débute en vérité à cet endroit, c'est-à-dire au pied de l'esplanade des mosquées, au mur des Lamentations en 1929. C'est là que véritablement les Palestiniens vont se soulever et inaugurer le conflit israélo-palestinien qui dure depuis lors. Et le mufti, à ce moment-là, va dire, le mufti de Jérusalem, en fait, les Juifs ne vont pas se contenter du mur des Lamentations, ne vont pas se contenter de leurs petites implantations, de leurs kibbutz, etc. Ce qu'ils veulent, c'est reconstruire le troisième temple, là où se trouvent actuellement nos mosquées. Et force est de constater que le mufti a vu juste, puisque 100 ans plus tard, il y a au sein même du gouvernement israélien des gens comme Itamar Ben-Gvir, qui sont des militants de la cause du troisième temple, qui eux-mêmes sont issus de la jeunesse des collines, la jeunesse ultranationaliste de Cisjordanie, et qui a une montée en puissance en vérité. Donc il ne s'était pas complètement trompé. Et je trouve, j'ai essayé en fait, oui, dans ce livre aussi, de montrer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors on parle de l'actualité, de la géopolitique, mais également de l'histoire dans votre livre. On a droit d'ailleurs à un cours d'histoire accéléré, le mandat britannique, la déclaration d'indépendance, les vagues d'immigration, et vous vous focalisez sur l'immigration russe. Pourquoi? Parce qu'elle a transformé Israël, l'immigration russe. D'abord, il faut comprendre que c'est une immigration massive. C'est 1 million de personnes en 10 ans, en gros entre 90 et 2000. C'est comme si en France, vous aviez sur 10 ans 10 millions d'immigrés qui ne parlaient pas la langue, qui ne partageaient pas la culture des autochtones. Et pourtant, c'est une immigration qui va bouleverser l'économie israélienne d'abord, parce que ces gens-là étaient globalement très bien formés dans l'ex-Union soviétique, surtout scientifiquement. On estime actuellement que un ingénieur sur deux dans la high-tech en Israël provient de cette immigration. Je donne un exemple concret. Et ensuite, je dirais que à partir des années 90, véritablement, ça coïncide aussi avec les accords d'Oslo, Israël va devenir un vrai pays, c'est-à-dire qu'il va acquérir une taille critique qui va lui permettre de véritablement développer une économie, développer une agriculture extrêmement puissante. C'est aussi l'émergence de la fameuse Startup Nation. Quelque part, Israël va jouer d'une stabilité démographique extrêmement importante grâce à l'arrivée des Russes, puisque
les Russes vont permettre à Israël non seulement de maintenir son avantage démocratique face aux Arabes, c'est-à-dire donc ce fameux ratio de 80-20, 80% de Juifs, 20% d'Arabes, je parle bien sûr des frontières reconnues d'Israël, mais également de faire un saut démographique, puisqu'actuellement Israël jouit d'une démographie extrêmement dynamique, un taux de natalité qui est le double du celui de la moyenne des pays de l'OCDE, et ça c'est à partir de ces fameuses années 90 que ça commence à prendre corps. Alors justement, avec une démographie si haute et un taux de natalité hors norme, que faire pour la suite? Vous évoquez le peuplement de la Cisjordanie et la fin annoncée de toute illusion liée à une solution à deux États. Oui, absolument. C'était déjà dans mon livre précédent, Le Grand Secret d'Israël. C'est certain qu'on pense à tort que le moteur de la colonisation en Cisjordanie est idéologique. Alors certes, il y a effectivement, je dirais, un facteur idéologique, donc cette volonté de se rétablir dans les frontières du Grand Israël, mais le véritable moteur, il est démographique, il est économique. C'est-à-dire que 80% de la population en Israël vit autour des deux grands centres urbains de Tel Aviv et de Jérusalem. Et pour qui connaît Israël, on sait bien que ce sont des territoires complètement saturés. En termes de circulation, en termes de prix de l'immobilier, il y a une véritable surpopulation, si vous voulez, dans ces territoires. Il y a d'ailleurs une organisation dont je parle qui s'appelle Tzfifut, qui milite pour la baisse de la natalité parce qu'il y a une vraie menace de surpopulation qui crée beaucoup de problèmes. Mais tout naturellement, les seuls territoires vers lesquels les Israéliens peuvent s'étendre, c'est la Cisjordanie. À la fois à Jérusalem et à la fois à Tel Aviv, puisque la Cisjordanie est contiguë en fait de ces deux villes, de ces deux agglomérations maintenant. Et donc, par un mécanisme, si vous voulez, qu'on ne peut pas contrôler, qui est un mécanisme naturel, les gens qui vivent dans ces centres urbains et qui n'en peuvent plus de cette surpopulation vont s'installer en Cisjordanie. Et je donne des exemples donc d'implantations qui sont absolument non idéologiques, où on va pour l'art de vivre, pour les prix de l'immobilier qui sont beaucoup plus bas que dans le centre du pays ou autour de Jérusalem. Et ça, c'est un mouvement qu'on ne pourra pas arrêter. C'est ce que les Américains appellent le hard power. C'est un mouvement de fond, une lame de fond. Et donc, elle va conduire à poursuivre, si vous voulez, ce grignotage de la Cisjordanie quand Israël a entrepris dans les années 70, après la fouet de la guerre des 6 jours. Et il va falloir en fait faire avec. Il va falloir gérer, si vous voulez, ce nouvel afflux de population juive. Il y a déjà plus d'1 demi-million de juifs qui vivent en Cisjordanie. C'est considérable. C'est le quart en vérité de la population du territoire. Et les autorités ouvertement visent maintenant le million d'habitants en Cisjordanie. Donc il va falloir trouver un moyen pour les juifs et les Palestiniens de vivre ensemble dans ce territoire. Alors sur cette question du peuplement en Cisjordanie, vous dénoncez une certaine hypocrisie des dirigeants israéliens et notamment de la gauche au moment de la période d'Oslo. Vous interviewez un acteur qui vous montre un document confidentiel qui finalement établit la nécessité de peupler la Cisjordanie à terme. Absolument. Tout ce que je viens de vous dire, c'est marqué noir sur blanc dans des plans directeurs de l'État d'Israël que Yehuda Shaul a exhumé. Yehuda Shaul, c'est un militant anti-colonisation, mais extrêmement pointilleux. C'est un véritable enquêteur. Et donc, effectivement, il a exhumé des documents qui montrent que dès les années 70, dès la victoire de la guerre des 6 jours, et à l'époque on est dans des gouvernements travaillistes, il y a cette conscience que la population d'Israël va grossir et que le territoire naturel sur lequel Israël peut s'étendre, c'est la Cisjordanie. Encore une fois, il faut rappeler que, par exemple, il y a 14 kilomètres entre Tel Aviv et Kalkilia, la première ville palestinienne. C'est un territoire extrêmement réduit, extrêmement restreint. Et donc, les gens, si vous voulez, qui travaillent à Tel Aviv ne vont pas aller s'installer dans le Negev, même si le Negev se développe aussi par ailleurs. Tout naturellement, l'agglomération de Tel Aviv, elle ne peut s'étendre géographiquement qu'en Cisjordanie. Et ça, effectivement, les planificateurs israéliens l'avaient vu et ils ont prévu ce qu'on voit exactement actuellement, c'est-à-dire des autoroutes entières qui sont construites en Cisjordanie pour que les Israéliens puissent se rendre en toute sécurité dans leurs implantations, pour créer ce sentiment aussi de normalité, pour qu'il n'y ait pas de peur, d'appréhension à passer la ligne verte. Et force est de constater que ça fonctionne, puisqu'encore une fois, il y a de plus en plus d'Israéliens qui habitent dans ces territoires. Alors justement, sur le plan politique, ces derniers mois, on a vu une grande montée des extrêmes, notamment une ascension d'Itamar Ben-Gvir. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça montre des mutations profondes de l'État d'Israël? D'abord, il faut bien comprendre que les partisans de Ben-Gvir ont 20 ans. C'est une jeunesse israélienne qui d'ailleurs qui n'est pas seulement religieuse ou qui ne se trouve pas seulement dans les territoires, même si c'est quand même le cœur de son électorat, mais aussi à Tel Aviv, aussi dans les villes de développement. Il a une véritable audience.
Donc quelque part, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. On peut dire, crier à la montée du fascisme, de l'extrémisme, etc. Mais ça n'aide pas beaucoup à comprendre ce qui se passe et surtout à le prendre en compte et à agir. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste du côté israélien à un véritable retour au nationalisme qui, de mon point de vue, et c'est ça que je crois que c'est important à comprendre, est constitutif du projet sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a fait Ben Gurion et ce qu'a écrit Ben Gurion, c'est pas très différent de ce que dit Ben Gvir. Alors, il y a évidemment une grande différence de niveau intellectuel, on va dire, ou de niveau culturel entre les deux personnages. Mais si vous voulez, Ben Gurion, c'est quand même quelqu'un qui a mené une guerre extrêmement dure en 1948, qui a conduit à l'expulsion plus ou moins volontaire de 700 000 Palestiniens. C'est quelqu'un qui a une politique extrêmement offensive en matière militaire, également en matière de territoire, même si à l'époque on parlait du territoire reconnu internationalement. Et je ne sais pas quel regard il aurait porté sur ce que fait Ben Gvir, mais ce qui est certain, c'est que Ben Gvir continue d'une certaine manière l'œuvre de Ben Gurion en disant nous avons conquis une première partie du territoire, maintenant il faut conquérir la seconde. On a tendance à croire que Ben Gurion était un grand humaniste et qu'il prônait une espèce de sionisme qui allait rassembler toute l'humanité et qui allait beaucoup plaire aux Arabes. C'est absolument faux. La guerre de 48 est une guerre extrêmement dure dont d'ailleurs on voit encore les traces dans la société palestinienne, puisqu'elle a conduit à ce que les Palestiniens appellent la Nakba, mais qui est effectivement un exode massif de lieux qui étaient fondateurs complètement de l'identité arabe palestinienne. Il faut bien comprendre que la nation palestinienne, c'est avant tout Jaffa, dans la banlieue de Tel Aviv, Haïfa, Nazareth, c'est pas du tout Ramallah et Naplouse. C'est là que vivaient la plupart des Palestiniens, et d'où ils ont été déracinés. Et ça, c'est le sionisme travailliste de Ben Gurion. Zev Sternel l'a très bien montré. C'est-à-dire que Ben Gurion était avant tout un nationaliste qui, quelque part, s'est servi du socialisme qui était un petit peu en vogue à l'époque comme d'un étendard. Mais à chaque fois qu'il a dû trancher entre le nationalisme et le socialisme, il a toujours choisi le nationalisme. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, le nationalisme de Ben Gvir, même si encore une fois, il est beaucoup plus grossier, il est beaucoup moins intellectuel, je dirais, il est peut-être moins séduisant aussi pour l'extérieur, je ne vois pas de différence fondamentale. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le peuple juif revient sur sa terre après 2000 ans d'exil et qu'il doit réinvestir son territoire et que forcément cela ne peut se faire que par la force d'une manière ou d'une autre. Et les terribles événements auxquels on assiste actuellement, autour notamment de Naplouse et de Jénine, je dirais, sont de très faible intensité par rapport à ce qui a pu se passer en 48. Je rappelle que la guerre de 48 a fait 25 000 morts du côté arabe et 6 000 morts du côté israélien, c'est-à-dire 1% de la population. Je vous laisse imaginer ce que ces proportions pourraient donner actuellement. Alors, au sein de votre ouvrage, on observe un ton journalistique, neutre. Voilà, vous avez fait une enquête au sein de différents protagonistes, etc. Mais en lisant entre les lignes, on décèle une petite admiration, une fascination par rapport à l'État d'Israël, que vous nommez d'ailleurs, vous qualifiez de déroutant. Ça s'efface avec le temps? Non, je reconnais tout à fait cette fascination. Moi, je suis venu habiter en Israël, j'avais 30 ans. Et c'est un pays que je connaissais un petit peu comme ça en vacances, mais que j'ai réellement découvert en m'y installant et surtout en travaillant en fait sur place. Et je dis souvent que j'ai rencontré peut-être dans les 6 premiers mois autant de gens passionnants que j'avais pu rencontrer dans ma vie d'avant, parce que c'est ça en fait, c'est cette richesse humaine moi qui me fascine le plus. Chacun a une histoire, chacun a une passion, chacun a un regard, et en tant que journaliste, c'est vraiment d'une richesse exceptionnelle, et je pense que c'est important, si vous voulez, qu'on n'aime pas Israël, c'est pas tellement la question, mais si on veut comprendre en fait ce qui se passe en Israël, il faut vraiment s'attarder en fait à connaître ces gens-là. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, à connaître ces personnes, à connaître leur histoire, à savoir de quoi elles sont le produit. Parce que souvent on a tendance à regarder un instantané, mais tout ce qui se passe actuellement a des racines extrêmement lointaines. Si c'est pas dans les 150 années précédentes, c'est-à-dire depuis Herzl, ça peut remonter parfois à 2000 ans. C'est pour ça que je raconte aussi à un moment la destruction du temple, parce qu'on ne comprend pas en vérité le projet sioniste, on ne comprend pas Israël si on ne sait pas ce qui s'est passé en 70 avec les Romains, si on ne sait pas qu'Yochanan ben Zakkai a tourné le dos au nationalisme pour sauver précisément le peuple juif, et que finalement le peuple juif revient à son analyse des origines, mais après aussi avoir beaucoup appris durant ces 2000 ans d'exil. C'est des choses absolument essentielles à connaître pour comprendre ce qui se passe en Israël. Dans votre ouvrage, vous décrivez les différentes vagues de sionisme, les différents types de sionistes. Et vous, quel type de sioniste êtes-vous ? Disons que je suis très empreint d'humanisme et en même temps, je reconnais au nationalisme juif, donc au sionisme,
une valeur absolument fondamentale. C'est-à-dire que j'estime que le sionisme a sauvé quelque part le peuple juif, non seulement évidemment physiquement, parce que c'était un peuple qui était sous la menace d'un anéantissement véritable, c'est ce que je décris aussi au début du livre, avec cette tenaille du 9 novembre 1938, mais également, si vous voulez, spirituellement et intellectuellement. C'est-à-dire que je pense que le peuple juif a été véritablement revigoré par l'aventure sioniste et qu'il est enfin devenu, je dirais, un peuple, non pas comme les autres, mais qui est enfin devenu lui-même. Il y a une phrase de Bialik que j'aime beaucoup et vraiment à laquelle je m'identifie pour répondre à votre question. Et il disait toujours « J'aime beaucoup Israël parce que c'est le seul pays dans lequel je ne me sens pas juif ». Et je dirais que ça me parle beaucoup. Stéphane Amar, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'exception israélienne, enquête sur un État controversé. Et on peut également voir votre documentaire, La guerre des collines, qui est diffusé sur Arte en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous.